la recomposition politique entamée lors de la présidentielle de 2017. En 10 ans, les socialistes passent de 16% à 6% et la droite perd 20 points avec un score historique à 8,5% pour la liste dirigée par François-Xavier Bellamy. L'équilibre traditionnel droite-gauche laisse la place à la confrontation entre la République en marche, arrivée deuxième avec 22,4%, et le Rassemblement national, arrivé à 23,4%. Le score de l'extrême droite progresse en 10 ans, avec toutefois une légère baisse par rapport au scrutin européen de 2014, où elle avait fait une spectaculaire percée. Enfin, la bonne nouvelle de cette élection revient à l'abstention qui diminue. Elle avait frôlé les 60% en 2009, mais 10 ans plus tard, elle caracole à 49,9%. Après s'être longtemps désintéressés de la campagne, les Français se sont finalement mobilisés. Et on va aller plus loin dans l'entretien. Avec nous ce soir, Pascal Lamy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, ancien commissaire européen pour le commerce et président émérite de l'Institut Jacques Delors. Merci d'être avec nous. Vous avez le recul historique, vous avez l'expérience des institutions européennes. Quels grands enseignements tirez-vous de cette élection? Quel est votre regard d'ensemble? Disons que c'est plutôt un bon moment pour l'Union des Européens qui n'a pas traversé que des bons moments depuis 10 ans. Au fond, cette Europe qu'on disait un peu malade, un peu palote, un peu souffreteuse, un peu, au fond, abandonnée par les opinions nationales, eh ben, on s'aperçoit, hier soir, qu'elle a des couleurs, qu'elle va plutôt pas mal, qu'elle a une certaine vigueur. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour les Européens, je crois, en tout cas pour les partisans d'une intégration européenne. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour les gens qui comptaient, dans les 5 à 10 ans à venir, sur l'affaiblissement de l'Europe. Des gens comme M. Trump, M. Poutine, peut-être même M. Xi Jinping. Alors, si on prend du recul, évidemment, et ça a été dit et redit à juste titre, ce qui frappe, c'est l'augmentation de la participation. On élit des parlementaires européens depuis 40 ans. Depuis 1979, à chaque fois, la participation avait baissé et on en tire la conclusion, assez logiquement d'ailleurs, que l'Europe intéressait de moins en moins les citoyens. Elle intéresse ou elle met en colère et du coup elle mobilise? Si elle met en colère, elle intéresse. Oui. Si elle met en colère, c'est qu'on attend d'elle des choses qu'elle ne fournit pas assez, et donc on le lui reproche. Vous parlez d'un bon moment pour l'Europe. Certains y voient aussi la montée des nationalismes, des populismes. Est-ce que l'Europe n'est pas en train de prendre une sorte de chemin que l'on observe un peu partout ailleurs dans le monde, d'ailleurs, ce chemin des populismes et des nationalismes? Vous avez raison, ce mouvement-là est mondial. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Brésil, on l'a vu en Turquie, on l'a vu aux Philippines, on l'a vu en Russie. Bon. Mais attention, nous ne pouvons plus confondre les populistes et les nationalistes. Monsieur Orban, en Hongrie, est populiste. Le gouvernement polonais est populiste. Il n'est plus anti-européen. Le grand changement dans ces forces, qui sont généralement plutôt à droite ou à l'extrême droite de l'échiquier politique, c'est qu'il y a 10 ou 20 ans, ils faisaient 10% et ils étaient anti-européens. Y compris, par exemple, le Front National en France, qui disait qu'il faudra sortir de l'Europe. Ça, c'est terminé. C'est un acquis. À 20 ou 25%, je reconnais que pour certains, c'est beaucoup, c'est mon cas, mais enfin, ça, c'est une affaire de jugement politique. Maintenant, ils ne disent plus il ne faut pas faire l'Europe. Ils disent il faut faire l'Europe telle qu'on la voit, nous. L'Europe de Saint-Étienne, l'Europe chrétienne, l'Europe sans immigrants, sans musulmans. Mais ils y restent. Mais, absolument. Et donc, finalement, nous sommes à un moment où la politisation de l'espace européen a fait un pas en avant. Et nous voulons construire une démocratie au niveau supranational. C'est compliqué pour des raisons historiques qu'on connaît bien. Je pense que cette fois-ci, on a fait un pas en avant. À l'allure des résultats au niveau européen, on s'aperçoit aussi qu'on voit émerger plusieurs grands groupes au sein de ce Parlement européen et non plus deux, comme historiquement on pouvait les voir, conservateurs et socialistes. L'ère du bipartisme est terminée en Europe? En tout cas, celle que nous avons vécue depuis 50 ans, oui. Ces deux forces, centre-droit, centre-gauche, qui ont, vous avez raison de le dire, monopolisé le pouvoir au niveau du Parlement européen, doivent maintenant partager ce pouvoir avec deux autres forces qui sont montées, qui sont les centristes, les libéraux, Macron & co, et les Verts, qui, on le sait, ont fait un très beau score hier. Et
évidemment, pour nous, pour les Français en général, qui sont quand même pas très, très familiers avec la notion de démocratie parlementaire, alors on a un Sénat et on a une Assemblée nationale, mais en France, les gens ont le sentiment qu'en politique, c'est le président qui décide. Bon. Là, on va s'apercevoir dans les semaines qui viennent que l'Union européenne est une république parlementaire. Sauf que ça va poser un certain nombre de difficultés très concrètes. Je pense notamment à la désignation du président de la Commission européenne. Vous avez raison, mais ce que vous, en bonne française, ce oui. que vous considérez comme une difficulté, Oui. une bonne Allemande, à votre place, aurait dit « Ah, on va être obligé de faire des compromis. » Et ça, c'est bien de faire des compromis. Alors nous, Français, on va dire « On va être obligé de faire des compromis. Qu'est-ce que c'est que ces compromis ?» Oui, la solution ne s'impose pas d'elle-même. Hein. Elle ne s'impose pas d'elle-même. Elle devra résulter. Alors, il y a deux modèles possibles. Hein, parce qu'effectivement, le premier acte de ce Parlement européen, ça va être d'élire le président de la Commission européenne, ou la présidente d'ailleurs, parce que l'Institut Jacques Delors a beaucoup pesé dans une petite campagne au moment des élections pour enfin peut-être arriver à la parité au niveau des institutions européennes. Ça serait quand même pas de sitôt qu'il faudrait le faire. Soit cette coalition va être avec les deux anciens, dont on ne peut pas se passer, les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates, et les libéraux, enfin les centristes, qui effectivement maintenant ont un groupe à plus de 100 parlementaires, soit, et je pense que c'est la question qui est ouverte, soit les Verts vont rejoindre cette coalition, alors que jusqu'à présent, les Verts au Parlement européen ont toujours refusé de participer à l'exercice du pouvoir européen. Quel serait le candidat qui réunirait tout ce monde ? Vous en avez un en tête, évidemment, on pense à Michel Barnier, qui est le candidat voulu par Emmanuel Macron. Est-ce que lui, j'allais dire, c'est le casting idéal ? Vous allez peut-être un petit peu vite. Enfin, je ne veux pas vous mentir, parce qu'après tout, vous avez des informations. Je ne parle pas pour Emmanuel Macron. Mais disons, l'idée que c'est le candidat d'Emmanuel Macron, à mon avis, à ce stade, ce serait d'aller un petit peu plus vite. Mais en tout cas, et je connais bien Michel Barnier, nous avons été commissaires ensemble, c'est effectivement un homme qui a un certain talent pour le compromis, il est parmi les possibles. Je pense que le candidat officiel du Parti populaire européen des chrétiens démocrates, M. Manfred Weber, est un petit peu junior. Hein. Le président de la Commission, il doit être capable, dans le bureau ovale, avec un fol amour comme Trump, de lui dire « Monsieur le Président des États-Unis, ça va pas ». Il faut quand même une certaine gravitas. Bon. Mais il y en a d'autres. Il y a la commissaire actuelle à la concurrence, Margrethe Vestager, qui appartient au courant centriste libéral. Il y a une femme qui a été vice-présidente de la Commission sous Juncker au début, qui s'appelle Kristalina Georgieva, qui est vice-présidente de la Banque mondiale. Il y a un président de la Commission très sensiblement vert, par exemple, symboliquement. Est-ce que ça ne pourrait pas être important pour l'image de l'Europe dans le monde ? C'est pas du tout impossible. Il faut simplement, à ce moment-là, que ce soit un vert, disons, vert pâle, de telle sorte qu'il soit acceptable pour des forces qui sont quand même assez à droite, ce qui est le cas du Parti populaire européen aujourd'hui. Mais en même temps, faut être conscient, et je dis ça avec le recul, que tous les partis politiques européens ont considérablement verdi leur programme. Oui, mais on a vu que c'était au moment d'une campagne, alors la question est de savoir si c'est profond. Non, écoutez, je compare. Moi, j'étais commissaire européen dans la fin des années 90. Je compare les programmes des partis politiques européens il y a 20 ans et maintenant. S'il y a une chose qui frappe, c'est qu'ils sont tous beaucoup plus verts. Ils ne sont pas tous beaucoup plus roses, parce que le social et l'écologique, au fond, ont un petit peu mal à s'articuler, même si nous savons qu'il faudra faire les deux ensemble. Non, ça c'est le grand changement est là. Et d'ailleurs, la grande question, au groupe des Verts, c'est de savoir si c'est la tendance allemande ou la tendance française qui va l'emporter. La tendance allemande, c'est nous les Verts, on participe à l'exercice du pouvoir politique. La tendance française a toujours été, nous les Verts, nous sommes des purs, et ne nous mangeons pas la soupe avec. Ces appareils. Et donc là, il va y avoir quelque chose de très intéressant, comme par hasard, une fois de plus, d'assez franco-allemand. Même si c'est du vert franco-allemand, c'est encore du franco-allemand. Et on va suivre cela de très près sur Public Sénat. Merci infiniment, Pascal Lamy, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes président émérite de l'Institut Jacques Delors. Merci d'avoir été avec nous pour cette spéciale européenne. On va poursuivre notre OVPL spécial en partenariat avec Courrier International. Place au match des idées. Il va opposer dans un instant Éric Scholl à Frédéric Pons. On va vraiment se concentrer sur les résultats chez nos voisins et sur ce que ça va impliquer pour les grandes politiques européennes des années à venir. La percée des Verts change-t-elle la donne et la poussée nationaliste
socialistes rebattent-elles les cartes? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités dans un instant. D'abord les résultats par pays avec Michael Spitzberg. Le nouveau visage du Parlement européen dessine une nouvelle Europe, plus morcelée que jamais. Premier renseignement, le Parti populaire européen et le groupe des sociaux-démocrates enregistrent une baisse historique. L'un et l'autre enregistrent un recul de près de 40 sièges. Pour la première fois depuis 1979, ils perdent leur majorité qui leur permettait de gouverner l'Europe. Un recul des partis historiques qui profitent à l'extrême droite qui devient la troisième force politique du continent. Si on y ajoute le score des souverainistes, les eurosceptiques qui gagnent quelques 50 sièges seront les plus représentés dans la nouvelle Assemblée. Une force qui devrait se révéler stérile du fait de leurs désaccords. En revanche, les libéraux qui gagnent 40 sièges et les écologistes 18 deviennent les forces centrales de ce nouveau Parlement. Ces deux sensibilités seront au centre de toutes les discussions. Un Parlement bien élu, avec 52% de participation au niveau continental, du jamais vu depuis 20 ans. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Éric Scholl, bonsoir, directeur de la rédaction de Courrier International. On va tout de suite regarder la une de cette semaine, une une spéciale de l'humour en une de votre dossier spécial européenne. L'Europe passe au vert. Frédéric Pons, bonsoir et bienvenue à vous également, journaliste, écrivain, enseignant et spécialiste des questions géopolitiques. On entrera dans le détail des votes par pays dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on regarde ensemble la projection du nouveau Parlement européen. C'est une image qui va apparaître sur votre écran. Regardez dans un instant. Éric Scholl, qu'est-ce que vous voyez? Une recomposition politique, des pro-européens qui résistent aux eurosceptiques? Comment vous le voyez, ce nouveau Parlement? Oui, je crois que la première chose, et vraiment le premier renseignement, il est là. On craignait une vague populiste. Cette vague, elle était contenue. Elle est largement contenue. Il y a évidemment des populistes en nombre dans le Parlement européen, mais d'abord, ils vont être dispersés, un peu comme c'était le cas d'ailleurs précédemment. Et puis, ce qu'on voit, on voit des partis européens. Alors là, c'est là où on voit dans ces partis pro-européens, on voit cette reconfiguration. C'est-à-dire qu'avant, il y avait ce duo entre le Parti populaire européen et puis les partis des socialistes. Aujourd'hui, il y a deux nouveaux acteurs. Là-dessus, on peut dire d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a réussi ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire faire émerger cette troisième force avec l'ALD, donc les libéraux, on va les appeler, je ne sais pas comment les appeler, l'ALD Renaissance, mais on voit bien qu'ils vont compter, Et puis, et ça c'est vraiment la surprise, c'est les Verts. On avait bien vu, si on regardait de près les élections depuis quelques temps, notamment en Allemagne, on voyait bien qu'il y avait un mouvement vert. Il y avait dans les sociétés civiles en Europe une mobilisation. Elle s'est traduite par, effectivement, aujourd'hui, un nombre d'élus assez respectable, plus de 70 élus. C'est bien, ils vont pouvoir se faire entendre, mais enfin, ils ne sont pas majoritaires. Hein. Frédéric Pons, vous voyez ce Parlement européen de la même manière? Vous avez la même analyse? Oui, globalement, évidemment, il y a des évidences. On voit bien que c'est peut-être la fin d'une époque pour l'Union européenne, en tout cas pour le Parlement européen. La fin du bipartisme, libéraux, sociaux-démocrates, ceux qui ont géré l'Europe depuis 40 ans, et qui l'ont conduit dans l'État, qui a amené cette contestation extrêmement forte. Alors vous dites qu'on craignait l'arrivée des populistes. C'est très délicat de dire ça, non? Je crois qu'aujourd'hui, l'arrivée des populistes marque la volonté des peuples de s'exprimer différemment que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Alors, le nombre important de votes dits d'extrême droite, populistes, nationalistes, souverainistes, est, je crois, un phénomène très important, au même titre que le verdissement de ce Parlement. Mais ça traduit simplement que, et du fait aussi de la hausse de la participation, ça traduit le fait que les peuples ont voulu s'emparer vraiment des sujets européens. Alors, pour contester, critiquer, rejeter, il y a toutes les nuances. Un coup de pied dans la fourmilière ? Un coup de pied, oui, pour certains, parce qu'on le voyait peut-être pas bien en France, mais ça a commencé en Europe de l'Est. Ce rejet de l'Europe technocratique, eurocratique, sur laquelle nous vivons depuis 40 ans, 50 ans, est une réalité. Ça a commencé avec Viktor Orban, qui est européen, qui se dit pro-européen, mais pour une Europe différente. Et la quasi-totalité des populistes ou des souverainistes qui ont été élus ne disent pas autre chose. Et c'est un bon signe pour la démocratie européenne. Alors oui, que toutes les sensibilités s'expriment, c'est évidemment une bonne chose. Néanmoins, on voit bien, vous faites allusion à Viktor Orban, on voit ce qui se passe en Hongrie, on voit ce qui se passe aussi en Pologne. C'est-à-dire l'état de droit n'est pas forcément respecté, les médias sont mis à mal par le pouvoir. Votre expression, on redoutait. Mais bien sûr, puisque ces valeurs, puisque ce qu'on a vu... Vous êtes allé en Hongrie récemment. Moi, j'y vais à peu près chaque année.
je peux vous dire que la Hongrie est un pays beaucoup plus libre que la France. On voit beaucoup moins de policiers. Je pense qu'on peut pas dire ça. Je pense qu'on peut pas dire ça sur le plan des médias, de la liberté de la presse. Les médias sont tenus par l'opposition, vous le savez. Non, je pense qu'on peut pas dire ça aujourd'hui. En tout cas, c'est pas. Et avec Orban élu avec 53 et quelques % des voix, ça signifie que le peuple se reconnaît dans cette politique souverainiste, autoritaire. C'est certain. Oui, enfin, si vous voulez, des gens autoritaires qui sont populaires, on l'a déjà vu. C'est pas parce qu'ils sont populaires qu'ils sont nécessairement que leur politique est forcément la bonne politique. En l'occurrence, pour les Hongrois, c'est la bonne politique. Pour les Hongrois, mais ce sont des gens qui appartiennent à l'Union européenne. Oui. Et il y a, au départ, lorsqu'on rentre dans l'Union européenne, un socle de valeurs. Et ces valeurs-là, c'est celles-ci qui sont aujourd'hui attaquées par ces pays. Exactement ces valeurs, pardon Eric, ces valeurs que revendique Orban, ce sont les valeurs des fondateurs, du général de Gaulle, de Konrad Adenauer, les valeurs de la démocratie chrétienne, la vraie démocratie chrétienne. Viktor Orban est précisément aligné sur ces valeurs de l'Europe des fondateurs. On lui reproche d'aller dans une direction qui n'est pas la bonne. Lui revient à l'Europe initiale. Non, Orban, il a une vision qui est celle, effectivement, de remettre en cause un certain type d'Europe. Et après tout, on peut avoir du débat. Mais ce que je conteste, si vous voulez, c'est à la fois, d'ailleurs, en Hongrie comme en Pologne, on a bien vu, d'ailleurs, ces atteintes au droit, à l'état de droit, c'est quand même une chose très importante, l'état de droit, et ce qui fait partie du socle de ce que... Et puis à côté de ça, et bien sûr qu'ils sont aussi contents d'être dans l'Europe, parce que quand vous regardez la solidarité européenne, c'est largement exercé vis-à-vis de ces pays, que l'Union européenne, on peut bien sûr dire beaucoup de mal de Bruxelles, mais quand on regarde l'effort qui a été fait par l'ensemble de la communauté européenne vis-à-vis de ces pays pour les aider, notamment lorsqu'ils sont sortis... Personne ne le nie en Hongrie, ils disent simplement, cette Europe, elle a été bâtie il y a 40 ans. La situation géopolitique a changé. Le pacte de Varsovie n'est plus là. L'Union soviétique a disparu. Il y a une vague migratoire qui menace la stabilité de l'Europe. Et les Hongrois et tous les autres disent écoutez, devant cette nouvelle donne géopolitique, il faut peut-être changer de politique, sans renier les valeurs. On va poursuivre cette discussion. Je voudrais effectivement qu'on se concentre sur quelques pays dont les résultats ont marqué les esprits. Ce sont les pays dont vous parlez. En Hongrie, c'est une victoire écrasante pour le parti de Viktor Orban, plus de 50% des suffrages. En Italie, Matteo Salvini renforce sérieusement son pouvoir, près de 34% des voix. En Espagne, ce sont les socialistes qui l'emportent. Quant à l'Allemagne, on retiendra la percée des Verts. Écoutez comment chacun voit l'Europe de demain. Écoutez. Les Hongrois pensent que le changement est nécessaire à Bruxelles, qu'il faut des dirigeants qui représentent les intérêts des Européens, qui respectent les nations d'Europe. Dans les institutions européennes, nous allons être la première délégation social-démocrate. Et pour nous, c'est une fierté, une opportunité, mais aussi une énorme responsabilité. La responsabilité de construire une alternative social-démocrate, une alternative progressiste. Notre travail au gouvernement n'a pas créé de dynamisme et nous n'avons pas donné les réponses convaincantes que les citoyennes et les citoyens allemands attendent. Le vote d'aujourd'hui signifie que les règles de l'Europe vont changer, pas seulement pour les décisions des Italiens, mais aussi pour les décisions des Français, des Anglais et des Hongrois, des Polonais, des Finlandais, des Suédois, des Danois, et donc une nouvelle Europe est née. Les règles de l'Europe vont changer, une nouvelle Europe est née, nous dit Salvini, et on entend d'autres sons de cloche, d'autres points de vue. On se demande comment tout ce monde va s'entendre, Éric Scholl. Effectivement, c'est la bonne question. On voit bien que à partir du moment où il y a un morcellement des voix au sein du Parlement européen, il va falloir travailler pour arriver à des sortes de majorités, peut-être de projets et de visions. Quand on voit Salvini nous expliquer que l'Europe va changer, on se demande comment il va faire, lui, pour y arriver. Alors effectivement, il a fait un très bon score en Italie. Et il n'est plus tout seul. Comment ça, il n'est plus tout seul ? De vouloir changer l'Europe. Non, il n'est plus tout seul, mais quand on pensait, enfin, le désir qu'avaient les eurosceptiques, c'était d'arriver à créer une sorte de s'allier ensemble. On s'aperçoit qu'ils ne s'entendent pas tous ensemble, ils n'ont pas tous les mêmes projets. Même entre un Orban ou un Salvini, c'est très différent. Oui, elle est là, la faille, chez les... Oui, bien sûr. D'ailleurs, ils ne vont pas siéger tous dans les mêmes groupes. Mais il faut attendre. Là, on est au seuil, à la veille
d'un bon mois de négociations entre tous les partis pour constituer les groupes, désigner les têtes de file de chaque groupe. Donc ça n'est que le début. Il est évident que si Salvini et ses amis veulent changer les règles de l'Europe, il faudra s'unir, il faudra avoir un groupe puissant. Aujourd'hui, ils sont trop éclatés. Ils le savent. Ils ont bien vu les erreurs de la mandature précédente qui n'a pas permis d'aboutir et de faire un travail utile au service de leurs idées. Donc ils vont essayer de s'unir. Pour vous, ils peuvent le faire? Alors, ils peuvent essayer de s'unir. Mais est-ce qu'ils peuvent réussir? Vont-ils réussir? Ça sera très difficile parce que, par exemple, entre les Polonais et le Rassemblement national, il y a quand même un certain nombre de failles, des difficultés, notamment sur le rapport avec la Russie. Pour schématiser, les Polonais, pour des raisons historiques bien légitimes, sont très méfiants à l'égard des Russes de Vladimir Poutine, alors qu'en France ou en Italie, Marine Le Pen et Salvini sont plutôt favorables à la levée des sanctions et à un retour de la Russie dans le concert des nations européennes, si vous voulez. Donc ce sera très difficile d'arriver à faire s'entendre les Polonais, les Italiens, les Français. Malgré tout, s'ils ont une vraie stratégie pour faire bouger les lignes, pour transformer cette Europe sur laquelle nous vivons depuis 40 ans, eh bien, ils peuvent arriver à nouer des alliances. Alors, soit un vrai groupe compact, soit des alliances de circonstances entre groupes qui resteront concurrents. Ce sera très difficile. Éric Scholl. Oui, je crois que quand même, il y a, de ce côté-ci, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'échec, mais en tout cas, le nombre d'élus qu'ils ont remportés est relativement limité. Et surtout, c'est cet émiettement qui font qu'ils ne vont pas faire grand-chose dans ce Parlement européen. Donc il vaut mieux regarder plutôt du côté de ceux qui vont faire, c'est-à-dire des forces qui ont envie d'agir, plutôt que de ceux qui ont envie de... Reprenez par exemple les nouveaux élus du parti de Nigel Farage. Combien de temps vont-ils être là? On y viendra. C'est la grande inconnue. Juste une petite question avant d'en venir au cas du Royaume-Uni qui est très à part. Une question sur les socialistes. Alors il se trouve qu'en France, ils sont un peu enterrés, mais on voit 3 pays où les socialistes l'ont emporté. Pays-Bas, Espagne, Portugal. Est-ce qu'il y a aussi un mouvement? Est-ce que c'est un groupe sur lequel il va falloir compter? Non, vous me dites non, Éric Scholl. Non, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit effectivement en Espagne. Au Portugal, ils sont au pouvoir, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Donc, en Espagne, ce qui est intéressant, c'est que ils sont presque en avance, si vous voulez. On a vu l'année dernière un renouveau un renouveau important du côté de la gauche qui avait été extrêmement laminé, très critiqué. Bon, peut-être que on se dit qu'il peut y avoir peut-être un avenir de la gauche, mais quand même, ce qu'on voit ailleurs, regardez ce qui se passe en France, regardez ce qui se passe, si je peux parler de gauche, le Labour en Angleterre est vraiment laminé. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Mais leur groupe n'est pas complètement laminé. Mais regardez en Allemagne ce qui se passe. Il n'y a plus de gauche. Les sociodémocrates ont quasiment disparu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir où elles sont allées ces voix. Et on voit bien que la montée des Verts, les Verts aujourd'hui, en Allemagne, sont devenus quand même la deuxième force. En Espagne, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, les socialistes ont remporté une belle victoire, mais on a un effet d'optique politique. C'est-à-dire que les socialistes espagnols ont sûrement gagné beaucoup de voix par leur positionnement finalement très national et très souverainiste face à la volonté d'indépendance de la Catalogne. Et beaucoup d'Espagnols ont rejoint ce parti socialiste qui leur a paru beaucoup plus national, beaucoup plus crédible que le Parti populaire, que la droite traditionnaliste. Et quant à l'Allemagne, effectivement, le Parti socialiste-démocrate, les socialistes allemands sont dans la même situation que les socialistes français. C'est une volaille complètement déplumée qui n'a quasiment plus de tête. Et c'est un peu le constat que l'on fait sur l'ensemble de l'Europe. À quelques petits détails près, les deux grands perdants de cette bataille sont effectivement les socialistes européens et les libéraux européens. Même s'ils gardent des groupes importants, ils n'ont plus de dynamique et on sent que là, les tensions ne vont faire que s'accroître. Alors, zoom à présent sur un pays dont vous avez déjà parlé d'un mot, c'est le Royaume-Uni, puisque malgré le Brexit à venir, on votait bien pour les européennes et c'est le parti pro-Brexit de Nigel Farage qui l'emporte haut la main avec 31% des suffrages. Je rappelle que ce parti a été spécialement créé pour ce scrutin et bien sûr, le leader veut maintenant peser sur les négociations avec l'Union européenne. Écoutez. La nouvelle date, c'est le 31 octobre. Au parti du Brexit, nous avons des hommes et des femmes avec beaucoup d'expérience en matière de business. Nous voulons faire partie de l'équipe de négociation. Nous voulons prendre nos responsabilités par rapport à ce qu'il se passe. J'espère que le gouvernement nous écoute. Il fallait sans doute, Éric Scholl.
Oh, c'est incroyable. On se retrouve 3 ans après le vote sur le Brexit, quasiment au point de départ. Parce que finalement, ce vote qui a eu lieu hier, il ressemble fortement au vote du Brexit. Tous ces gens qui réclamaient un deuxième référendum, en fait, ils l'ont déjà eu un peu hier. C'est-à-dire qu'on voit bien que les divisions au sein du système politique anglais restent toujours aussi fortes. Et donc, on n'a pas du tout avancé. Bon, là, on va peut-être avancer avec le départ de Theresa May. Et peut-être que on verra un début de solution arriver. Et encore, on attend de voir qui va remplacer Theresa May à ce moment-là. Les Britanniques sont constants. Tout le monde disait, mais non, ce référendum sur le Brexit a été fait par surprise. Les gens n'avaient pas réfléchi, n'avaient pas voté. Beaucoup de fake news pendant la campagne. Le regrette. Tout ça était faux. Là encore, quand on va en Grande-Bretagne, on sent bien qu'il y a des débats chez eux, mais que globalement, malgré les à-coups de cette sortie très difficile de l'Europe, les Britanniques restent encore en faveur de ce Brexit. Et le score très important de Farage le montre bien. Et il ne m'étonnerait pas que les Britanniques, si les nouvelles équipes européennes n'arrivent pas à monter un nouveau... une nouvelle négociation, que les Britanniques décident de quitter, de rompre de façon brutale et mettre tout le monde devant le fait accompli. Ils en sont capables. Ce que dit Farage est très vrai. Ils ont des élites en faveur du Brexit. Ce ne sont pas des crétins qui vont mener le Brexit. Ils sont très très forts. Ils connaissent parfaitement l'Europe, peut-être mieux que nous, Français, nous ne la connaissons. Ils avaient, les Britanniques, des responsables nichés dans tout le système européen, dans toute l'eurocratie européenne. Et donc, ils connaissent parfaitement le fonctionnement, les forces et les faiblesses. Et ils vont utiliser ça à leur profit contre l'Europe pour s'en sortir le mieux possible. Et je crains que nous n'ayons pas bien préparé cela, nous, les Français. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des députés britanniques au sein du Parlement européen qui, potentiellement, dans 6 mois, laisseront leur siège, resteront, ils ont la possibilité juridique. Ils laisseront leur siège, ce qui fera gonfler de façon automatique, par un système de vase communicant, les sièges des autres pays, les sièges affectés aux autres pays. Et en France, telle ou telle liste aura un siège de plus ou éventuellement 2 sièges de plus. C'est déjà prévu. Oui. Donc effectivement, on va avoir dans les groupes, on va avoir à peu près 70 députés britanniques qui vont quitter, 72 je crois, qui vont quitter à partir du moment où effectivement on sera rentré dans le dur du Brexit. Enfin, ça fait quand même maintenant 2 ans qu'on dit qu'on va rentrer dans le dur. Et on peut penser... Enfin, il y a quand même une chose, c'est que le gouvernement de Theresa May a été incapable d'arriver à respecter même la volonté populaire britannique qui était celle de faire le Brexit. Oui, mais alors il faut nuancer, encore une fois, il faut avoir une vision un peu binaire. Les Britanniques ont une responsabilité, évidemment, et Mme May notamment, mais du côté européen, le grand échec de l'équipe sortante, c'est justement d'avoir conduit finalement la Grande-Bretagne à ce Brexit et de ne pas avoir su négocier ce Brexit. Les Juncker et tout ça. Mais on n'avait pas à le négocier, c'est eux qui ont choisi de sortir. Mais ça se prépare. D'abord, je crois que Michel Barnier a fait un travail extraordinaire. Mais c'est ce qu'on dit, mais quel est le résultat ? Le résultat, c'est une sorte de statu quo qui va conduire la Grande-Bretagne à quitter avec pertes et fracas l'Europe. Parce que la classe politique britannique, je ne parle même pas du peuple britannique, n'a pas réussi à aller jusqu'au bout des décisions qui ont été prises le 16 juin 2016, le 23 juin 2016. Donc vous exonérez totalement l'équipe européenne, la Commission. Elle a fait son travail. Il ne faut pas confondre les responsabilités de chacun. Attendez, c'est pas on va voir si on part ou pas. C'est les Britanniques à un moment qui viennent et qui disent on part. On leur dit voilà, vous partez. Donc après on essaye de se mettre d'accord. Tout ça se négocie ensuite. Mais il y a pas on part pas, on ferme pas la porte et on s'en va. C'est eux qui souhaitent partir. Donc si vous voulez, on n'a pas à faire de cadeaux à la Grande-Bretagne au moment où elle s'en va. Sinon, il n'y a plus d'Union européenne parce que sinon tout le monde va se dire ok, moi je m'en vais, mais je veux garder ça, je veux garder ça et je veux garder ça. Donc non, je crois que y a eu un travail qui a été fait par la Commission européenne. Je crois que du côté des Britanniques, qui sont effectivement, il y a des très bons négociateurs. Là, je parle de la classe politique britannique. Il n'y a pas eu le courage, à un moment, de prendre la décision qui avait été celle choisie par le peuple britannique. Il y a des tensions entre eux, mais ce que je veux dire simplement, c'est que là, les responsabilités sont partagées. Évidemment, ce sont les Britanniques qui ont décidé de partir, mais le partenaire européen n'a pas su, de mon point de vue, accompagner cette sortie au mieux des intérêts de l'Europe. Pas de la Grande-Bretagne. Avec une ligne dure à Bruxelles qu'on a observée. Là où effectivement je peux vous suivre, c'est que l'Europe ayant de toute façon aussi à perdre d'un départ des Britanniques, on n'est pas dans la meilleure situation, c'est vrai aujourd'hui. Et personne n'est gagnant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Eric Scholl, je rappelle la une de Courrier International cette semaine. L'Europe
Passe au vert, dossier spécial des Européennes. Merci. Fin de ce match, début du grand débat. #OVPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. On va tirer les enseignements nationaux de ces Européennes. Cette fois, le duo tête n'est pas une surprise. En revanche, personne n'avait vu les Verts en 3e position. Personne n'avait imaginé LR avec un score aussi bas. Bref, il y a des surprises. La question est de savoir si tout cela fait les affaires d'Emmanuel Macron. Si le président a raison de ne pas vouloir changer de cap. On va ouvrir le débat avec nos invités après les explications d'Héloïse Grégoire. Au lendemain des élections européennes, l'acte 2 du quinquennat commence. Aucun remaniement n'est prévu et Édouard Philippe est conforté à Matignon. Et le Premier ministre l'affirme, le cap ne change pas, seule la méthode est à revoir. Nous devons, comme le Président de la République nous y a invités, mettre en œuvre une nouvelle méthode pour davantage aider les territoires qui se sentent oubliés, pour davantage associer les Français, les élus et les partenaires sociaux. Bref, pour mettre davantage d'humain dans notre politique, sans rien perdre de notre ambition ni de notre audace. C'est l'enjeu de l'acte 2 du quinquennat voulu par le Président de la République. Arrivé en tête hier des élections européennes, le Rassemblement national a immédiatement réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale. Il n'en est pas question pour la porte-parole du gouvernement. Pas de dissolution de l'Assemblée nationale. D'abord, il faut de la stabilité dans nos institutions, c'est une évidence. Et puis, le score que nous avons obtenu est un score qui n'appelle pas une crise politique. Aujourd'hui, la majorité est soudée derrière le Premier ministre, le gouvernement est soudé derrière le Premier ministre. Et vous savez quoi ? Le Premier ministre a l'entière confiance du Président de la République. Pas de temps à perdre pour l'exécutif. De nombreuses réformes sont attendues, comme le dossier des retraites, la réforme des institutions ou encore le projet de loi santé débattu au Sénat dès lundi prochain. Et avec nous pour le grand débat dont on va plus loin ce soir, Jérôme Fourquet, bonsoir, bienvenue, directeur du département opinion de l'IFOP. Marc Endevelt, bonsoir, journaliste politique, auteur de Le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron. Alexandre Malafaille, bonsoir, président fondateur du think tank Sinopia. Et Florent Wadillo, bonsoir et bienvenue à vous également, président fondateur du think tank L'Hétérie. Florent Wadillo, justement, les conclusions de ces européennes chez En Marche, c'est qu'il ne faut rien toucher. Pas de changement de cap, pas de changement de Premier ministre, pas de remaniement. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une erreur selon vous? Ah non, ils auraient tort de changer parce que pour l'instant la dynamique leur est plutôt favorable. Il y a eu une victoire assez triomphale en 2017. On peut dire qu'il y a eu tout de même des troubles assez forts qui ont été rencontrés. On les connaît, on en a longuement parlé. Et puis une grande contestation avec les Gilets jaunes. On s'attendait à un parti en fatigue, qui allait baisser dans les sondages, parfois même annoncé à moins de 20%. Et puis au final, on a une nouvelle force politique qui s'installe, je trouve, assez durablement dans le paysage politique. Alors à voir si En Marche survivra à Emmanuel Macron le jour où la Constitution ou les électeurs ne lui prêteront plus vie. Mais pour l'instant, en tout cas, il est solidement arrimé à la scène politique. Et donc pourquoi changer de cela? La seule question qui se pose, c'est en fait sur la stratégie politique de rempart face au Front National, qui, elle, n'a pas fonctionné. Mais finalement, cette stratégie, elle était plutôt médiatique et discursive. C'est-à-dire qu'En Marche était choisi un adversaire. On l'a vu sur le choix des débats. Il n'en a pas varié pendant la campagne. La polarisation s'est faite autour de ces deux adversaires. Et ça a plutôt été payant, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'autres opposants de taille critique à En Marche et au Rassemblement national. Alexandre Malafaille, on prend les mêmes et on recommence. Pourquoi pas? D'un point de vue politique, stratégique pur, ils ont raison de rien toucher? En l'état actuel, le vrai sujet, c'est de comprendre les messages qui sont envoyés par les électeurs. Ça, c'est essentiel. Donc après, on peut décider de rien changer parce que l'équipe est là et qu'après tout, on ne peut pas passer son temps à changer les équipes. C'est compliqué de mettre en place des personnes, des hommes et des femmes en situation pour gouverner. Donc il y a une équipe qui est là. Pour l'instant, elle fait globalement ce qu'on lui a demandé de faire sous l'impulsion du président de la République. Maintenant, il faut tenir compte des messages de la même façon qu'il faut tenir compte de ce qu'ont dit les Français avec cette mobilisation sur les Gilets jaunes. Il y a des attentes extrêmement fortes. Donc où on entend les messages et non pas on ajuste la politique, mais dire on l'a fait autrement cette politique. Moi, j'en reviens toujours à cette façon de faire, cette façon de gouverner, cette façon de gouverner avec, cette façon d'entraîner les Français dans le projet, où on continue à rester sur une approche de gouvernance très centralisée, très par le haut, où on pense que globalement on a raison et que les autres ont tort, ou en tout cas qu'on ne se mettra pas d'accord avec eux, et on continuera à cultiver les tensions. L'important, c'est d'écouter les messages, et d'ailleurs, quand on regarde le résultat de cette élection européenne, qui a gagné? Ceux dont le message était clair et limpide. Voilà. Le Rassemblement national, message clair sur l'immigration, sur les sujets sécuritaires. Les écologistes, parce qu'effectivement, de ce point de vue-là, le message est clair. Et en plus, c'est bien un message de portée européenne. Là, le côté d'Emmanuel Macron, ce n'est pas un message forcément très clair, mais c'est en tout cas un électorat qui est mobilisé, qui est derrière son président, parce qu'il y a une volonté d'y aller, de continuer à être là, parce qu'après tout, on l'a porté aux affaires, donc autant continuer. Donc son socle est là. Et pour les autres, le message n'existe pas, ou leur positionnement n'existe pas, et ils ont disparu du jeu.
Marc Endevelt. C'est une élection pour Emmanuel Macron assez en trompe-l'œil parce que, on l'a dit, il a perdu son pari, il est arrivé en deuxième position derrière le Front National, enfin le Rassemblement National. Et en même temps, c'est un perdant gagnant parce que toutes les forces politiques traditionnelles, institutionnelles sont écrasées, on le voit. Et donc, il y a quand même un petit sentiment de victoire à la Pyrrhus pour Emmanuel Macron. Si on regarde la tactique, sa tactique a fonctionné. Et j'écoutais hier soir une députée LREM, Olivia Grégoire, députée de Paris, qui avait cette réflexion très prudente et très lucide. Elle expliquait aux téléspectateurs où est passée la France en colère. Et donc, à travers ces résultats, effectivement, bien évidemment, il y a eu un sursaut de participation dans la dernière ligne droite, mais il y a encore toute une France qui n'a pas participé au scrutin, il ne faut pas l'oublier. Et certes, le Rassemblement national est arrivé en première position, mais il n'a pas non plus eu un score extrêmement important au regard de plus de 6 mois d'un mouvement social comme les Gilets jaunes, où la colère s'est exprimée. Alors Jérôme Fourquet, on va rentrer avec vous dans le détail. On va jeter un coup d'œil à cette carte préparée par nos confrères du Monde et qui, en un coup d'œil, donne une bonne idée générale du vote des Français. Elle est très impressionnante, cette carte. Moi, je vois beaucoup de marron foncé, Jérôme Fourquet. C'est le vote du Rassemblement national. Pas mal d'orange, c'est le vote Macron. Et pas grand-chose d'autre. Comment vous la commentez, cette carte, et au vu, évidemment, des informations que vous avez, vous ? Alors attention au côté aussi trompe-l'œil des cartes, puisque... très bien, vous faites bien de le dire. Non, parce que là, la carte est assez colorée en marron, mais c'est des zones assez peu peuplées. Donc, et après, c'est assez logique que la carte porte la couleur du Front National, puisque ce parti est arrivé en tête. Bon, ce que ça nous dit, c'est qu'on a un Rassemblement national qui s'incruste dans le territoire. Il y a des pans entiers du territoire où aujourd'hui, il est hégémonique, il est très, très, très puissant. Toute la France du Nord-Est, le littoral méditerranéen, la vallée de la Garonne. De manière générale, tout ce qui est loin des grandes métropoles. En face de cela, on a petit à petit une géographie d'En Marche qui commence à se structurer puisque ce parti est tout nouveau, avec 2 points d'appui principaux. D'abord la France des métropoles, des grandes villes, Île-de-France en tête, et puis toute une partie de la France de l'Ouest, Bretagne, Pays de la Loire. À cela, on peut ajouter le codicile suivant. On voit qu'on a quand même une évolution par rapport à la carte de 2017, qui traduit une recomposition ou une modification de la composition de l'électorat En Marche. Pour faire simple, une partie de l'électorat venant de la gauche a quitté Emmanuel Macron. 20% de ces électeurs ont voté pour la liste Europe Écologie Les Verts, mais ils ont été remplacés par près d'un quart de l'électorat filloniste, qui s'est porté au secours de la République En Marche. Et la grande stratégie depuis le début du quinquennat, c'est effectivement d'affaiblir la droite, puisque le sort du PS avait été réglé au moment de la présidentielle et des législatives. Et donc cette stratégie est en partie payante. Du coup, vous avez sur la carte un certain nombre de territoires qui sont historiquement plutôt marqués à droite, des territoires comme la Mayenne, le Pays Basque, le sud du Massif central, qui sont aussi des régions historiquement catholiques, où la droite était implantée, une droite plutôt modérée, qui aujourd'hui se rallie à Emmanuel Macron. Alors, on va s'arrêter sur le cas du parti LR. Effondrement, déroute, en voie d'effacement. Aucun qualificatif ne suffit à décrire la gueule de bois de la droite française. Ça tangue très sérieusement pour Laurent Wauquiez. Séance d'explication au bureau politique ce soir, sans Bruno Retailleau et sans Gérard Larcher. Gérard Larcher qui a publié un communiqué dès hier soir. On va le lire ensemble, en tout cas une partie. Disons la vérité, c'est un échec pour notre liste. Notre mouvement devra repenser sa ligne politique. Il devra rassembler plus largement. Le président du Sénat ne va pas jusqu'à remettre en question la direction du parti, mais d'autres le font, comme Valérie Pécresse qui était chez nos confrères de RTL ce matin. Je vous ai demandé s'il devait démissionner. Je ne crois pas que ce soit une question... Si vous ne le pensez pas, dites-le moi. Je ne crois pas que ce soit une question personnelle. Vous savez, voilà. C'est le chef, il a perdu. On ne peut pas le dire autrement. C'est une question très personnelle. Si j'étais à sa place et vu la situation, sans doute je le ferais. Mais le sujet n'est pas une question personnelle. Le sujet, c'est celui de la ligne politique de la droite et c'est aussi la question de sa stratégie politique. Je pense qu'il faut qu'on change de stratégie. Et est-ce que ça suffira? Laurent Wauquiez, qui a pris la parole ce soir et qui annonce qu'il propose des états généraux à la rentrée pour, je cite, tout remettre à plat. Marc Endevelt, qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, je vois qu'aux Républicains, on continue à être fair-play entre les différents membres. Non, pour revenir sur la stratégie de Macron, elle est ancienne, la stratégie de Macron vis-à-vis de la droite républicaine. En fait, dès la campagne présidentielle,
Il a une stratégie sur la droite. Il le confie à un de ses proches dès août 2016. La campagne se gagnera à droite. Macron a gagné face à François Fillon parce que dès la présidentielle, il envoie énormément de signaux à l'égard de l'électorat de droite, que ce soit l'électorat conservateur, catholique. Il a, par exemple, expliqué que la Manif pour tous avait été humiliée sous le précédent quinquennat. Il l'a dit ça dès le février 2017. Et aussi, il faut... des mesures économiques. Plus les mesures économiques, je vais y venir. Par exemple, le fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas reculé sur l'ISF, sa réforme de l'ISF au mois de décembre, qui est pourtant une des grandes revendications des Gilets jaunes. Eh bien, la raison, c'est parce qu'il avait besoin de conserver son socle électoral qui a profité de cette réforme-là. En l'occurrence, la bourgeoisie économique, en général, et pas uniquement les grands patrons. À gauche, il y a, on va dire, une manière de critiquer Emmanuel Macron en faisant la marionnette des grands patrons. Mais en fait, quand on regarde plus précisément, si Emmanuel Macron n'a pas bougé sur l'ISF, ce n'est pas à cause des grands patrons, c'est principalement parce qu'il voulait cibler arriver à ce résultat-là vis-à-vis de cet électorat-là de droite. Et d'ailleurs, on le voit, on l'a dit, en Mayenne, mais par exemple, en région parisienne, c'est flagrant de voir que dans les quartiers bourgeois de l'Ouest parisien, dans le 16e arrondissement, à Neuilly, Emmanuel Macron, là, LREM fait des scores entre 40 et 50%. C'est considérable. Jusqu'à Versailles, Jusqu'à Versailles, effectivement. Florent Vadillo. Sur cette stratégie de pillage, en quelque sorte, de ce qu'est l'électorat de droite, elle est réussie chez Emmanuel Macron. Et on le voit d'ailleurs, la stratégie de Laurent Wauquiez, elle a été très critiquée en interne depuis très longtemps. Valérie Pécresse, là-dessus, était mauvaise perdante, puisqu'elle n'avait pas été adoubée. Et donc, ce qui va se passer, c'est la question de la stratégie globale du parti va être reposée, naturellement, puisque les électeurs ont préféré l'original à la copie. On parle d'élargissement maintenant à droite. Naturellement, parce qu'on le voit avec les voix du centre qui se sont éparpillées. Lagarde n'était plus dans la majorité présidentielle, il n'était pas avec la droite. Donc, il y a cet appoint de voix à récupérer. Puis, il y a surtout l'électorat qui est passé En Marche, qui est lui aussi à récupérer, puisque visiblement, LR ne parvient pas à récupérer de l'électorat au Front National. Donc c'est une stratégie qui était ancienne, que Laurent Wauquiez a martelée, qui a été très attaquée et qui aujourd'hui est désavouée par les urnes. Néanmoins, je pense qu'il faut se méfier de tirer des constats trop généraux sur des élections européennes avec une mobilisation du corps électoral à moitié. Et donc si on regarde d'ailleurs les résultats des précédentes élections européennes, si elles avaient dû redéfinir le paysage politique, il ne serait pas celui que l'on connaît aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut raison garder sur ces élections européennes qui ont aussi une dynamique qui est propre au vote européen, qui explique le Front National très haut, même s'il était là pour les présidentielles, ou Europe Écologie très haut, et qui n'était pas le cas dans les précédentes élections. Jérôme Fourquet puis Alexandre Malafaye. On a tendance, c'est haro sur Wauquiez là. Oui, mais je pense que tous ceux qui le critiquent n'auraient pas forcément fait beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est un problème structurel. La droite, pendant des années, s'est définie d'abord et avant tout par son programme et son logiciel économique libéral, réforme de la fonction publique, baisse de la dépense. Oui, mais elle arrivait à rassembler diverses droites, oui, mais elle est très diverse. Oui, mais face à une gauche. Et là, ce que j'explique dans le livre L'Archipel français, c'est avec l'avènement du macronisme, ce bloc central, tout le système politique et idéologique est considérablement perturbé. Et Laurent Wauquiez se dit, bah voilà, il faut au moins, dans un premier temps, revenir à nos fondamentaux. Et ce qui nous distingue d'En Marche, si ce n'est pas la question économique, parce qu'on peut se battre sur le nombre de fonctionnaires à supprimer, c'est la question des valeurs. Alors, bien évidemment, ça réduit considérablement l'étiage de cette droite, mais je pense qu'elle est prise dans le même étau qu'a été pris le Parti socialiste au moment de la présidentielle. Et ce qui faisait historiquement la bascule, ce duopole gauche-droite, eh bien aujourd'hui ne fonctionne plus. Tout le système est considérablement perturbé. Alors Emmanuel Macron y a mis du sien pour le perturber, mais ce sont des tendances qui sont plus profondes. Quand on voit le vote dans ces quartiers, quand on voit aussi dans les sondages le vote des retraités. Alors encore une fois, c'est vrai, nous sommes sur un scrutin où il n'y a que 50% des électeurs qui participent, mais sur les personnes âgées, ils sont nombreux à s'être déplacés. LREM est à plus de 30%, contre à peine 14% pour En Marche, pour les Républicains. Donc on voit bien que c'est toute une partie de la droite modérée qui aujourd'hui rejoint la coalition centrale portée par Emmanuel Macron, en gros de Daniel Cohn-Bendit jusqu'à Alain Juppé, en passant par François Bayrou, sur un programme de réforme, de construction européenne. Tout ça a une cohérence idéologique. Et la droite, effectivement, se trouve considérablement amputée, parce que dans le même temps, une partie de son électorat regarde du côté du Rassemblement national. Certains ont peut-être aussi voulu opter pour le vote utile. Vous ne parlez pas encore de vote utile, mais potentiellement. Mais à partir du moment où vous n'êtes plus en finale,
le vote utile commence à faire des ravages dans votre électorat, parce qu'on se dit à quoi bon voter pour vous si vous n'êtes pas potentiellement qualifiable. Ouais, Alexandre Malafaille. En fait, pour faire un trait, François Mitterrand en arrivait du Front National en tant qu'adversaire principal et Emmanuel Macron l'a fait. Et il l'a en face de lui. Alors, tactiquement, c'est très bien joué. C'est vraiment la vieille cuisine politique dans toute sa splendeur, avec tout ce que ça peut supposer. D'ailleurs, le scrutin européen avec une liste nationale conforte tout à fait cette stratégie et toute la diabolisation qu'il a opérée sur la stigmatisation des extrêmes, etc., en mettant les gentils et les méchants en opposition. Tout ça fonctionne bien. Mais la question, c'est est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est durable? Jusqu'où ça nous emmène? Quand on est chef, on a, à mon avis, et surtout chef de l'État, on a deux responsabilités. La première, c'est de faire grandir des gens autour de soi, parce qu'à un moment donné, il faut penser à l'après. Et donc ça, c'est une grande mission de s'entourer, de bien s'entourer et de s'entourer avec des gens qui vont grandir et qui, à un moment donné, peuvent vous dépasser, parce qu'il faut penser la durée. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on voit véritablement beaucoup de talents qui s'épanouissent suffisamment, en tout cas, pour arriver au bon niveau. Et deuxièmement, c'est quand même de réfléchir à l'opposition qu'on veut avoir en face de soi pour avoir une opposition féconde, pour être capable de construire peut-être des alternances, non pas pour se préparer à passer le témoin à ses concurrents, mais en tout cas... là, c'est un peu dans un monde idéal où on voit l'intérêt de l'avenir du pays et pas tellement son intérêt propre. On est d'accord, mais ça, c'est la vieille politique. La politique du « en même temps » est une politique qui, justement, avait tendance à chercher à transcender, justement, cette façon de faire un peu systématique et binaire, et on y revient, mais à 100%. La difficulté, là encore, c'est que quand ça repose sur un modèle où, globalement, les forces d'alternance sont, on va dire, raisonnables, et dans une dynamique où on n'est pas dans la démagogie, parce que là, il y a quand même un caractère très démagogue d'un certain nombre de propositions qui sont formulées, ou à droite ou à gauche, par d'un côté le Rassemblement national, ou de l'autre côté par la gauche de type insoumise, où on est vraiment dans la démagogie, où on sait que tout ça ne pourra pas être mis en œuvre une fois qu'on est aux affaires, et en plus, on peut prendre des virages qui sont dangereux. Mais en dehors de ça, jusque-là, on avait des alternances, on va dire, raisonnables, où on pouvait partir à droite, on pouvait partir à gauche, mais tout ça se faisait de manière raisonnable et raisonnée. Sauf qu'évidemment, la classe politique a oublié qu'il fallait produire du résultat, et des résultats concrets et visibles. Donc évidemment, ils ont été très sanctionnés, et 2017 explique le dégagisme. Sauf qu'on recommence, effectivement, à mettre une machine dans sa pièce, cette machine à élection qui est une machine perdante, où à la fin, de toute façon, on risque d'avoir personne en face d'Emmanuel Macron capable de rivaliser, à part des partis très contestataires, et qui, eux, s'ils arrivent aux affaires, nous le feront payer assez cher. Mais alors, Florent Vadillo, vous connaissez bien le PS qui a vécu son séisme il y a 2 ans, qui est en phase de reconstruction, et finalement, le résultat n'est pas si mauvais que cela pour Raphaël Glucksmann. Que doit faire LR aujourd'hui? S'élargir pour survivre, ne serait-ce que pour survivre? Si on regarde par le passé, en fait, il n'y a pas énormément de possibilités. Et la première possibilité, ça serait de devenir une force d'appoint et pourquoi pas envisager une alliance sur un contrat de gouvernement avec la majorité actuelle. La majorité n'en a pas besoin, mais il pourrait y avoir cet élargissement en quelque sorte à la majorité. Elle me paraît assez peu crédible, mais elle est envisageable. Deuxième, ce sont des alliances avec l'extrême droite. Et lors des régionales de 1998, on avait vu plusieurs barons du RPR décider de faire alliance avec l'extrême droite à l'époque. Peu probable, hein, là aussi. Je me pose la question, véritablement, parce qu'on a eu des départs de certaines figures, on pense à Jean-Paul Garot ou à Thierry Mariani, par exemple. Très peu, certes, mais est-ce que la droite acceptera de perdre des régions qu'elle a en main actuellement? Je pense qu'il ne faut pas minorer cette capacité-là. Nicolas Dupont-Aignan... Parce qu'ils ont vu les municipales, les municipales et les régionales, bien sûr, puisque à partir de l'année prochaine, tout va être renouvelé. Est-ce que la droite voudra perdre des régions dans lesquelles, pour l'instant, elle était inexpugnable? C'est un vrai sujet, d'autant qu'il y a suffisamment de partis proches de l'extrême droite pour jouer les passerelles, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan ou d'autres. Donc vraiment, il y a cette possibilité-là, ou alors il y a la possibilité de reconquérir l'électorat du centre, et moi je la trouve encore une fois très faible, parce que, encore une fois, il faudra donner une alternative, un autre horizon que celui du gouvernement actuel, qui gouverne plutôt la France au centre. Et donc je dirais, Valéry Giscard d'Estaing en a rêvé, Emmanuel Macron le fait, puisqu'on est né à dire ça. Donc je pense honnêtement qu'il ne faut pas exclure la possibilité d'une alliance d'une partie de la droite avec le Front National aux prochaines élections. Alors ça se ferait, à mon avis, plutôt à la base, et dans le cadre des municipales qui sont le prochain scrutin. On rappelait 98, et à l'époque, les partis de droite, les états-majors étaient suffisamment puissants pour empêcher, pour imposer un niet catégorique à cette stratégie-là. Aujourd'hui, la droite parisienne est complètement disloquée. On voit bien que les chefs à plumes vont s'étriper. Et donc, il n'est pas du tout improbable que, notamment dans le sud de la France, une série de maires locaux de droite passent des accords, alors qui avec des partis passerelles, qui avec des individualités comme par exemple le maire de Béziers, M. Ménard. Tout ça est potentiellement en gestation, parce que la droite voit bien, comme le Parti socialiste, qu'elle est aujourd'hui dans une impasse, parce que, à mon avis, le centre droit
n'a pas vocation, dans les prochaines années, à revenir ou à ressortir de la majorité gouvernementale. Autre zoom ce soir, c'est la surprise Europe Écologie Les Verts. On ne pouvait pas ne pas en parler. On disait l'écologie politique à l'agonie. Yannick Jadot a déjoué tous les pronostics. Au niveau européen, il pourra compter sur ses alliés allemands. Mais comment transformer l'essai au niveau national? Comment faire d'Europe Écologie une force qui comptera à l'avenir sur la scène politique française? Yannick Jadot a bien conscience du défi. Il en a déjà parlé hier soir. Notre responsabilité est aujourd'hui, fort de ce résultat, et vous le savez, mes amis écologistes, de nous dépasser pour bâtir le grand mouvement de l'écologie politique capable de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Finalement, tout commence, Marc Endevelt, pour Yannick Jadot, pour Europe Écologie Les Verts depuis hier soir. Oui, c'est normal avec le score qu'ils ont fait, qu'il exprime sa satisfaction. En même temps, je trouve quand même qu'il va très vite par rapport à l'état d'Europe Écologie Les Verts de ces dernières années, état électoral, et état également de sa structuration, notamment dans les contacts qu'il pourrait avoir avec l'État, avec les différentes sphères de pouvoir de la société. Une politique un peu par accident, pas tant par... Non, mais c'est pour revenir au constat précédent. L'élection européenne est quand même une élection particulière et que donc tirer des leçons nationales du scrutin européen est un peu rapide. Les élections européennes sont un moment toujours favorable à Europe Écologie Les Verts, parti pro-européen qui a toujours réussi à batailler justement au niveau du Parlement européen sur différentes problématiques. Là, je voyais les réactions depuis hier par rapport aux déclarations très offensives de M. Jadot. On a un peu l'impression qu'il pourrait faire la même erreur que Jean-Luc Mélenchon après les précédents scrutins, c'est-à-dire s'emballer et surtout être dans une posture quasiment hégémonique par rapport à l'électorat de gauche. Et je crois que l'électorat de gauche, en tout cas celui qui se définit comme tel, on va en reparler, mais là aujourd'hui il est dans une demande d'alliance qu'il y ait une union, on va dire, entre les différentes formations plus que une préservation de tel parti par rapport à tel autre. Florent Badillo, il n'est pas le nouvel homme fort de la gauche, Yannick Jadot ? Non, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'a pas prononcé une seule fois le mot gauche et qu'il n'a absolument envoyé aucun signal à la gauche. Et qu'aujourd'hui, quand on additionne les voix pour dire que la gauche réunie aurait fait tant, pour l'instant, Yannick Jadot n'a donné aucune preuve de cela. Deuxième élément, je pense que Yannick Jadot va être piégé par les élections européennes. C'est-à-dire que son succès est son principal piège. Parce que au Parlement européen, il va devoir faire des choix d'alliances stratégiques. Et pour l'instant, le Parlement européen sera plutôt à majorité conservatrice. Donc va-t-il s'allier avec des libéraux pour essayer de faire un contrepoids important ou va-t-il faire une grande majorité conservatrice? Et dès lors, il sera comptable de ce bilan d'alliance qu'il va porter et de ce qu'il fera, votera ou ne votera pas. Bon. Donc je pense que objectivement, pour l'instant, son parti est à l'aube de grandes difficultés. D'autant que la stratégie qu'il a menée en interne est extrêmement contestée. Il y a des cadres d'Europe Écologie Les Verts qui, très clairement, eux, tendent vers la fédération des partis de gauche et qui n'hésiteront pas, à mon sens, à jouer, y compris l'appareil, contre Yannick Jadot. Donc je pense véritablement que c'est le début des grandes restructurations pour les écologistes français, parce que rien n'est joué et je ne vois pas Europe Écologie Les Verts en l'état faire une alliance avec un parti français de manière durable. Jérôme Fourquet, c'est un électorat très volatile, l'électorat d'Europe Écologie Les Verts. Oui, puis qui s'est mobilisé tardivement, puisqu'il n'était pas pointé. Peut-être les jeunes. Alors une partie des jeunes, mais sachant qu'ils ne se sont pas beaucoup mobilisés, mais ceux qui sont allés voter ont placé la liste de Yannick Jadot en tête. Donc c'est un électorat qui est, oui, composite. Une partie, on l'a dit, vient des déçus du macronisme, mais on a aussi à peu près 20% d'anciens mélenchonistes. Et la question effectivement qui se pose, c'est dans quel cadre Yannick Jadot s'inscrit-il? Est-ce qu'il est plutôt sur une démarche comme ses grands cousins allemands des Grünen, qui sont sur une ligne d'autonomie vis-à-vis de la gauche et qui réfléchissent à une éventuelle alliance avec la droite allemande de Mme Merkel, ou est-ce qu'on revient à la gauche plurielle traditionnelle pour les Verts français en disant voilà, nous sommes aujourd'hui la force majoritaire et centrale et c'est autour de nous que ça va s'organiser. Sauf que Yannick Jadot, en 2017, a fait un ticket où c'était allié à Benoît Hamon, et que là, effectivement, il n'a pas une seule fois prononcé le mot de gauche pendant la campagne, et qu'il était plutôt sur cette posture d'équilibre, sachant qu'il a des anciens amis au sein de la majorité présidentielle actuelle, Daniel Cohn-Bendit, Pascal Canfin et d'autres, et donc il pourrait y avoir
éventuellement un scénario relativement ouvert. Et je pense que Yannick Jadot, pour l'instant, ne veut pas insulter l'avenir et regarde comment les choses vont tourner. C'est intéressant que vous disiez ça parce que c'est peut-être passé un peu inaperçu pendant la campagne, mais il se trouve que Yannick Jadot avait très largement convaincu le MEDEF. Pendant cette campagne, l'organisation patronale avait organisé un grand oral des candidats et selon nos confrères de France Info qui ont eu accès aux appréciations, voilà ce qu'il en ressortait. C'est lui qui a le plus impressionné l'auditoire. Yannick Jadot n'était pas dans l'écologie punitive, il a su parler du rôle des entreprises. Voilà ce qu'a déclaré le MEDEF. Alexandre Malafaille, on peut se dire que d'abord il a fait une bonne campagne et que peut-être il a su justement ne pas prendre position, ne pas être clivant et plaire à tout le monde, au plus grand nombre. C'est l'écologie du en même temps. C'est plutôt astucieux comme positionnement. Mais sur le fond, il est servi quand même par une conjoncture favorable, si je peux dire, qui est celle qui est très défavorable, qui est les enjeux climatiques, et où on en a beaucoup parlé. Ensuite, ça reste un vote d'adhésion. C'est-à-dire que pour le coup, il y a quand même beaucoup de bulletins de vote qu'on a du mal à choisir parce que la défiance à l'égard des uns et des autres est quand même très forte. Là, vous avez un vote projet, un vote d'adhésion sur une cause qui est utile, sur laquelle on a l'occasion de passer un vrai message. Et donc, c'est vrai que ça peut mobiliser un électorat qui se cherche un petit peu, d'où peut-être les difficultés de prévision. Après, si Yannick Jadot arrive à émanciper le mouvement écologique qui est très ancré dans l'histoire de la gauche pour toutes sortes de bonnes raisons, mais quand même très ancré dans l'histoire de la gauche, mais avec toutes les limites que ça peut donner en termes d'exercice, de conduite de l'action politique, pour arriver à la repositionner de manière plus constructive et plus, si je puis dire, dans une dynamique de coalition de projets pour participer avec les uns, avec les autres, en fonction des enjeux de la cause écologique, sans forcément la teinter par trop de questions sociales ou sociétales qui parfois se confusionnent un petit peu, eh bien je pense que ce serait une bonne nouvelle parce qu'on a besoin quand même d'un éclairage de la conscience écologique des leaders politiques portés par des gens qui sont convaincus de l'écologie et qui se concentrent sur le sujet écologique. Il est suffisamment important pour qu'on s'attache à lui sans forcément chercher à le rattacher à trop de choses. Bien sûr qu'il est en interaction avec plein d'autres sujets, mais je crois que le message principal est là. S'il arrive à ça, je pense que ce serait une bonne nouvelle pour la démocratie européenne en tout cas. En quelques secondes et pour finir, Florent Badillot, Emmanuel Macron a tout intérêt à courtiser Europe Écologie Les Verts ou à verdir encore plus son gouvernement ou sa politique? Si on regarde dans la campagne pour les européennes, l'écologie a été le thème quand même que tous les partis politiques ont abordé. Et donc avoir de l'écologie, c'était bien, ça évitait de perdre des voix, ne pas en avoir en faisait plus perdre. Donc je ne vois pas l'intérêt pour Emmanuel Macron de verdir plus encore son discours qu'il ne l'a fait actuellement, d'autant qu'il a une réserve de voix qui est quand même plus à droite et au centre droit qu'à Europe Écologie, dont on ne devine pas encore le destin politique. Donc haro sur la droite plus que sur l'écologie. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Fin de cette émission. On se retrouve demain en direct à 18h30 sur Public Sénat. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir est Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. Demain, dans Territoire d'Info, l'invité sera Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Très bonne soirée, reste au cœur du débat.